plane sur le Nouveau Monde. Une rumeur que l'on ne prononce qu'à demi-mot, des tréfonds de la ruche jusqu'aux ténèbres de l'archipel Sabaody. Pour s'asseoir sur le trône vide, pour prétendre au titre de roi des pirates, la force brute ne suffit plus. Le acquis des rois et les flottes invincibles, ce ne sont que des artifices. Le véritable pouvoir réside ailleurs, dans le savoir interdit. 4 pierres rouges sang, 4 fragments d'histoire indestructibles, les 4 rods poneglyphes. La guerre finale a commencé. Les anciens empereurs ont été engloutis par le magma. Une nouvelle ère s'est élevée sur les cendres de Kaido et Big Mom. 3 coordonnées sont connues par les empereurs. Le rod poneglyph de Big Mom, de Kaido et de l'île de Zou. 3 portes vers Loftail sont désormais ouvertes. Mais la quatrième reste encore un mystère. Il y a 25 ans, cette pierre dormait dans les abysses, sur l'île des hommes poissons, veillant sur le serment de Joy Boy. Roger l'a touché, Oden l'a lu. Elle a pu mener l'équipage du roi des pirates vers la dernière île. Et puis, un silence, volatilisé, effacé de la mémoire du monde. On la croyait perdue à jamais, mais une phrase, une seule, a suffi à embraser les océans et redéfinir les règles du jeu. Pour atteindre Loftail, il ne faut plus chercher une île, il faut traquer un homme, l'homme qui possède le dernier rod poneglyph, Hinokizu no Otoko, l'homme à la cicatrice de feu. One Piece の争奪戦に参加するには火の傷の男を探せってのか。当てがなさすぎる。傷といえば提督君、こいつ火の傷は知ってんじゃない？ああ、火の傷？なんだ知らねえのか。世界には大切な赤い4つのロードポーネグリフがあってよ。2つはカイドウとビッグマムが持ってるらしいんだが、あと2つ見つからねえのよ。それもまた巡り合わせか。でそのうちの1つは火の傷の男が持ってると言われてる。噂によればその男は真っ黒い船に乗り近づくと巨大な渦で敵船を飲み込んだとか。能力者かもしれません。俺は政府の人間だと踏んでるがな。実際世界政府は闇深い。石を一つ持っておきゃ海賊たちは一つなぎの大秘宝、すなわちワンピースにたどり着けねえからな。Derrière ce voile d'ombre, un gardien du siècle oublié, un démon revenu des profondeurs, ou bien un ancien allié trahi par le destin. Les indices sont rares, mais ils sont terrifiants. Cet homme détient le dernier fragment manquant, l'ultime clé vers le One Piece. Son navire, noir comme la cendre, fend les flots sans jamais laisser de traces. Et autour de lui, les mers se déchaînent. D'immenses tourbillons surgissent pour engloutir quiconque ose s'approcher. Salut à tous, c'est la base, et aujourd'hui il ne s'agit plus de simples spéculations. Non, aujourd'hui nous menons une véritable enquête. 5 pistes, 5 suspects, 5 visages dissimulés derrière le brouillard. De la logique apparente à la folie la plus totale. Et quelque part, au bout de ce voyage, se cache une vérité que personne n'a encore osé imaginer. Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons lever le mystère derrière l'homme à la cicatrice de feu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bon visionnage. Tout commence au chapitre 1056. La guerre de Wano est terminée. L'alliance entre Luffy, Law et Kid touche à sa fin. Alors que les 3 capitaines choisissent leur route, Eustace Kid lâche la première pièce du puzzle. Il ne parle pas de Shanks ni de Barbe Noire. Il affirme que pour prendre l'avantage dans la course finale, il faut trouver l'homme à la marque de brûlure. À cet instant précis, une fracture se crée. Luffy ignore de qui il s'agit. Robin se demande si cet homme détient la clé du dernier rod poneglyph. Mais le détail le plus glaçant se trouve dans le silence. Alors que Kid parle, Trafalgar Law se fige. Une ombre passe sur son visage. Il ne dit pas un mot, mais son expression trahit une vérité lourde. Il sait, ou du moins, il soupçonne l'identité de cette cible. Ce silence est le premier véritable indice. Le deuxième acte se joue au chapitre 1081. Nous sommes sur le territoire de Barbe Noire. Dans un flashback révélant sa rencontre avec l'ancien amiral Aokiji, l'équipage discute de cette même légende. Ici, le portrait se précise et devient terrifiant. Lafitte, le navigateur démoniaque, décrit ce qu'il a entendu.
Cet homme naviguerait sur un navire d'un noir d'encre, un vaisseau fantôme capable de disparaître dans les flots. Mais plus inquiétant encore, quiconque ose s'approcher de ce navire se voit englouti dans des tourbillons géants, un pouvoir capable de manipuler l'océan lui-même. C'est alors que Shiryu de la pluie émet une hypothèse qui change la donne. Et si cet homme n'était pas un pirate? Et s'il s'agissait d'un agent du gouvernement mondial, gardant la pierre rouge pour empêcher quiconque d'atteindre Loftail? 2 chapitres. Quelques lignes de dialogue. D'un côté, un homme marqué par le feu que Kid et Law semblent prendre très au sérieux. De l'autre, une entité maritime capable de commander au Maelstrom, naviguant sur les ténèbres. La chasse est ouverte. La première ombre qui s'étend sur ce mystère porte le manteau de la Révolution, Monkey D. Dragon. Pour beaucoup, l'équation semble résolue d'avance. L'analyse matérielle est troublante. La rumeur propagée au chapitre 1081 décrit un navire noir, et le vaisseau de l'armée révolutionnaire, le Wind Granma, est une forteresse flottante d'un noir profond, une coque sombre, une esthétique militaire, taillée pour se fondre dans la nuit. De loin, il est l'incarnation même du navire fantôme décrit par les témoins. Mais l'argument décisif réside dans la maîtrise des éléments. Lafitte mentionne spécifiquement des tourbillons capables d'engloutir les intrus. Dans la mythologie de l'œuvre, depuis le chapitre 100 à Locktown, Dragon est l'entité qui commande au vent, qui contrôle les vents à la surface des océans. Créer des tourbillons pour protéger son sillage est une défense élémentaire pour un tel pouvoir. De plus, Dragon est un homme de l'ombre. Il aurait parfaitement pu sécuriser le poneglyphe manquant il y a 2 décennies pour le soustraire à la cupidité des empereurs ou à la surveillance du gouvernement mondial. Cependant, cette théorie se heurte à un mur au chapitre 1056, la réaction de Trafalgar Law. Au moment où le sujet est évoqué par Killer, le chirurgien de la mort affiche une expression grave, lourde de sous-entendus. Pourquoi Law, allié de Luffy, redouterait-il le père de ce dernier? Il n'existe aucun passif entre eux. Cette grimace trahit une connaissance plus sombre, incompatible avec la figure de Dragon. De plus, la terminologie est précise. Hinokizu, une marque de brûlure. Le tatouage tribal de Dragon est de l'encre, non une cicatrice laissée par les flammes. Enfin, la motivation fait défaut. Dragon mène une guerre idéologique contre Marie-Joise. La course au One Piece est le rêve des pirates, une distraction inutile pour un homme qui cherche à libérer le monde. Le révolutionnaire apparaît alors comme un leurre sophistiqué, une fausse piste météorologique dissimulant une autre vérité. Si la réponse ne se trouve pas dans la révolution, elle pourrait résider dans le passé, dans la symétrie parfaite de l'équipage du roi des pirates. L'or pour Roger, l'argent pour Rayleigh, il manque le 3e métal précieux, le cuivre, Scopper Gaban. La structure narrative de l'Odyssée exigeait un dernier guide. Crocus a ouvert la porte de Grand Line, Rayleigh a ouvert la porte du Nouveau Monde. La logique a voulu qu'un 3e vétéran garde le seuil final. L'hypothèse est séduisante. L'équipage de Roger, arrivé trop tôt, a dû disperser les clés. Roger aurait confié la mission ultime à son 2e meilleur homme, subtiliser la pierre de l'île des hommes poissons et la garder en mouvement jusqu'à l'arrivée de la nouvelle ère. La couverture du chapitre 631 alimente ce brasier. On y aperçoit Crocus partageant un verre avec Gaban, de dos. Et le profil physique correspond aussi, car il est apparu à Elbaf avec une cicatrice sur le visage, qu'il n'avait pas lors de son voyage avec Roger, ni lors de sa discussion avec Shanks juste avant que Harald perde le contrôle de son corps et de ses pensées. Mais Gaban est un combattant maniant la hache, un guerrier physique. Lui attribuer la création de tourbillons marins ou le commandement d'un navire noir spectral relève de la spéculation, loin de ses capacités connues. Et à nouveau, le silence de Law chapitre 1056 vient briser la théorie. Law n'a aucune connexion émotionnelle avec l'ancien équipage de Roger. Son inquiétude ne peut être justifiée par le simple retour d'un pirate retraité. Gaban reste une figure de nostalgie, mais il manque la tragédie nécessaire pour incarner l'homme à la cicatrice de feu. Toutes les attentions se tournent désormais vers une résurrection inattendue. Un nom que l'histoire pensait avoir effacé sous la glace d'Ohara il y a 22 ans. Jaguar D. Saul. Le profil semble s'emboîter avec une précision troublante. La survie est le premier pilier de cette accusation. La technique As-Time Capsule d'Aokiji laissait présager un réveil. Au chapitre 1066, Vegapunk confirme l'impensable. Les livres d'Ohara ont été sauvés par des géants, menés par un capitaine couvert de bandages. Saul est vivant, terré sur Elbaf. La marque de feu prend alors tout son sens. Survivant d'un Buster Call, il s'est dressé au milieu d'une île en fusion. Ses bandages dissimulaient les stigmates indélébiles de la justice absolue. La géographie renforce le soupçon. Au chapitre 1056, Eustace Kid refuse de s'allier aux empereurs et trace sa propre route pour trouver cet homme. Une route qui le mène directement à Elbaf. Au chapitre 1071, Kid semblait savoir que la clé se trouvait sur la terre des géants. Même la réaction de Law trouverait ici une justification. Apprendre qu'un ancien vice-amiral, porteur du Di, a survécu et détient les secrets du siècle oublié est une menace existentielle pour l'ordre mondial. Pourtant,
Cette évidence se fissure face à la réalité des rumeurs. Les témoignages décrivent une menace active, un navire noir, errant sur les océans et créant des tourbillons dévastateurs. Or, Saul est un gardien immobile, un bibliothécaire caché, et non un navigateur agressif. Si les brûlures correspondent, le mode opératoire, lui, diverge radicalement. Saul est peut-être une pièce du puzzle, mais est-il vraiment l'entité redoutée qui coule les navires ennemis? Rien n'est moins sûr. Mais il existe une probabilité plus froide, une hypothèse formulée dans les ténèbres de la ruche, par un homme qui connaît la noirceur de l'âme humaine mieux que personne, Shiryu de la Pluie. Au chapitre 1081, alors que l'équipage de Barbe Noire débat, l'ancien directeur d'Impel Down pose une question qui change tout. Et si cet homme travaillait pour le gouvernement mondial? La logique est d'un cynisme absolu. Pour éteindre la flamme de la piraterie, nul besoin de traquer chaque équipage. Il suffit de supprimer la ligne d'arrivée. En confisquant la 4e pierre rouge, le gouvernement s'assure que le One Piece reste un rêve inaccessible, une chimère qui épuisera les pirates sans jamais leur offrir de couronne. Mais qui pourrait se voir confier une mission d'une telle importance? Un amiral? Trop visible. Le Cypher Paul? Trop fragile. Il faut regarder plus haut, vers la Terre Sainte, vers les bourreaux personnels des dragons célestes, les chevaliers divins. L'existence de cette faction a d'abord été murmurée par l'amiral en chef Akainu, au chapitre 1054, au lendemain de l'attaque sur la Terre Sainte. Mais c'est au chapitre 1083 que la menace s'est véritablement matérialisée. Monkey D. Dragon a été formel. La véritable guerre ne débutera que lorsque les chevaliers divins passeront à l'action. Une case glaciale nous a alors révélé 9 silhouettes, 9 juges, 9 bourreaux. À ce jour, le voile ne s'est levé que partiellement sur cette hiérarchie céleste. Suite à l'ascension de Sainte Garling Figarland au siège du Gorosei, le commandement suprême a été transmis à son fils. Quant aux vétérans aperçus lors du cauchemar de God Valley, leur statut actuel reste une énigme. Pour l'instant, seuls 4 noms ont été officialisés parmi les rangs actifs. Sainte Shamrock Figarland, Sainte Manmeyer Gunko, Sainte Shepherd Somers et Sainte Limoshiv Killingham. Le calcul est effrayant. Sur les 9 ombres initiales, 5 demeurent des visages inconnus. 5 entités qui opèrent dans le secret absolu. S'agit-il des mêmes monstres qui ont survécu à God Valley ou de nouvelles armes vivantes élevées à Marie-Joise? C'est là que réside le danger. Parmi ces 5 chevaliers sans visage, l'un d'eux est peut-être chargé d'une mission unique, garder la frontière ultime. L'homme à la cicatrice de feu ne serait alors ni un pirate, ni un révolutionnaire, mais l'un des 5 chevaliers divins, le gardien sacré du dernier Rod Poneglyph. Si l'homme à la cicatrice de feu est l'un d'entre eux, tout s'éclaire. Le navire noir ne serait pas un bateau pirate, mais un bâtiment gouvernemental furtif, peut-être conçu avec la technologie interdite de Vegapunk. Les tourbillons broyant les intrus pourraient être dus à une technologie du navire ou bien d'un fruit du démon surpuissant utilisé par le chevalier divin. La cicatrice de feu serait la marque d'un ancien combat au service des dieux, peut-être une brûlure reçue lors de l'incident de God Valley, ou un stigmate rituel. Dans ce scénario, l'ennemi n'est pas un rival, c'est le gardien ultime du système, une sentinelle solitaire, détachée de la marine, qui erre sur les océans avec pour ordre unique d'anéantir quiconque s'approche de la vérité. Ce ne serait pas une course pour le trésor, mais un assaut frontal contre l'autorité suprême du monde. Enfin, il existe une dernière hypothèse, une théorie qui ne regarde pas vers les pirates ni vers les révolutionnaires, mais vers les bibliothèques poussiéreuses d'Ohara et les coins oubliés de l'histoire. Et si l'homme à la cicatrice de feu était un fantôme littéraire devenu réalité? Louis Arnott. あの住人たちにとってまるでこの島は小さな庭のようだ。リトルガーデン。この土地をそう呼ぶことにしよう。探検家ルイ・アーノート。 Pour le commun des mortels dans One Piece, ce nom n'évoque qu'un vieil auteur délirant. Il a écrit des histoires contenues dans le Bragmen, le livre des hommes vantards, un recueil d'histoires jugées absurdes et mensongères. Mais nous, lecteurs et l'équipage au chapeau de paille, savons la vérité. À Little Garden, Nami et Usopp découvrent que les mensonges d'Arnott sur les poissons rouges géants et les îles préhistoriques étaient bien réels. Cet homme n'était pas un affabulateur, c'était le plus grand explorateur de son temps, discrédité par un monde trop ignorant pour accepter ses découvertes. La connexion devient fascinante quand on plonge dans la réalité historique qui inspire Eiichiro Oda. Dans notre monde, Louis Arnott était un prêtre jésuite du XVIIe siècle, critiqué par les historiens pour avoir inventé des contes absurdes sur l'Amérique du Sud. Oda a pris cette figure historique pour en faire le symbole de la vérité cachée sous le ridicule. Alors, pourquoi serait-il l'homme à la cicatrice de feu? Imaginez un explorateur qui a tout vu, qui a atteint des rivages interdits,
qui a découvert l'emplacement de la dernière pierre. Pour le faire taire, ou pour le punir d'avoir voulu révéler les secrets du monde dans ses livres, il a été marqué, brûlé. Les rumeurs qui l'entourent aujourd'hui, le navire noir, les tourbillons, la capacité à disparaître, ne seraient qu'une extension de son œuvre. Des bragmen, des légendes terrifiantes fabriquées de toutes pièces pour effrayer les lâches et ne laisser passer que ceux qui savent discerner la vérité du mensonge. Si Louis Arnott est toujours en vie, il erre sur les mers, couvert de cicatrices, gardant le Rodponeglyph comme l'ultime chapitre de son livre. Le chapitre que personne n'a encore eu le courage de lire. Ce ne serait pas une bataille de force, mais une épreuve de foi en l'impossible. Seul un équipage capable de croire aux rêves, comme celui de Luffy, pourrait percer le voile de ses mensonges et récupérer la vérité. Le révolutionnaire, le chevalier divin, l'explorateur, autant de silhouettes qui se fondent dans la pénombre, autant de masques pour un seul visage. Nous cherchons des indices, nous décortiquons des chapitres, mais la vérité, elle, reste hors de portée, cachée derrière un voile de brume noire. Pourtant, l'attente a désormais une fin programmée. Loin des effets d'annonce, une date a été murmurée lors de la dernière Jump Festa, une échéance posée calmement par l'auteur, comme une certitude inéluctable. 2026. Ce n'est pas une prophétie bruyante, c'est un simple rendez-vous. Cela signifie que quelque part, dans les prochains mois, l'encre va se sécher sur le dessin final de ce personnage, que les routes de Shanks, de Barbe Noire et de Luffy sont déjà en train de s'incurver pour converger vers ce point précis. Il nous reste une année de silence avant la tempête, car lorsque ce navire fantôme émergera des flots, lorsque l'identité de cet homme sera enfin révélée, le monde ne tremblera peut-être pas immédiatement, mais pour ceux qui savent, pour ceux qui comprennent l'importance de la 4e pierre, ce sera le signe que le voyage touche à son terme. L'homme à la cicatrice de feu ne fuit pas, il attend, et son heure arrive très bientôt.